Réplique Ferrari Daytona de Miami Vice. Les studios ont écoulé ces véhicules pour quelques centaines de dollars. Le général Lee, Kit ou la camionnette. Certains ont terminé à la casse. D'autres sont restés oubliés dans des granges pendant 30 ans, tandis que leurs propriétaires ignoraient ce qu'ils possédaient. Aujourd'hui, ces automobiles valent des centaines de milliers de dollars, et les récits de leur découverte surpassent même les séries dont ils proviennent. Cette réplique Spider reposait sur un châssis Chevrolet Corvette C3. Quand la série a débuté en 1984, cette élégante Spider noire constituait autant l'identité du programme que les costumes pastels, mais la plupart des téléspectateurs n'ont jamais su qu'il ne s'agissait pas d'un authentique modèle italien, car le constructeur refusait que la production utilise des véhicules authentiques. Quand le constructeur a forcé l'adoption de véritables Testarossa en 1986, les répliques Daytona ont été vendues discrètement. La réplique principale a disparu durant 21 ans, jusqu'à ce qu'un revendeur de Miami la découvre dans une unité de stockage près de Fort Lauderdale en 2007, toujours peinte en noir brillant, mais sans garniture intérieure. L'authentification était compliquée car plusieurs fabricants avaient copié le style, inondant le marché d'imitation. La percée est arrivée quand un archiviste a trouvé des photographies montrant une fissure spécifique dans le tableau de bord et une base d'antenne non standard sur le quart arrière gauche. Un superfan a acquis l'automobile pour une fraction du prix et l'a restauré à l'apparence du pilote, jusqu'aux enjoliveurs spécifiques qui lui donnaient l'allure d'une exotique d'1 million de dollars avec un budget télévisuel. Black Beauty, Van Williams et Bruce Lee étaient les héros, mais tout enfant savait que Black Beauty était la véritable vedette. Une Chrysler Imperial Crown de 1966, entièrement noire, chargée de gadgets qui faisaient paraître faible la Batmobile. La chaîne a utilisé 3 Chrysler durant l'unique saison et le légendaire Dean Jeffries les a équipés de roquettes, lasers et d'un système de balayage futuriste pour l'époque. Après l'annulation, les automobiles ont pris des chemins distincts et le véhicule principal a disparu durant 31 ans, jusqu'à ce qu'un chasseur le localise dans un hangar de Phoenix en 1997, peint en noir mat et dépouillé de ses composants personnalisés. La restauration a pris 9 ans et coûté plus de 200 000 $, principalement parce que recréer les gadgets a nécessité de traquer les plans dans les archives personnelles de Dean Jeffries et d'interviewer les membres survivants de l'équipe. Quand elle est apparue lors d'une exposition en Californie en 2006, les admirateurs de Bruce Lee ont fait plus de 4 heures de queue avant l'ouverture, uniquement pour se tenir près du véhicule dans lequel leur idole voyageait chaque semaine. La Chrysler Imperial était déjà énorme dès l'usine, et la voir en personne habillée comme Black Beauty impressionne tellement qu'aucune photographie ne suffit. Pontiac Firebird de Rockford. Le studio a détruit des dizaines de Pontiac Firebird durant les 5 saisons, la majorité en réalisant l'iconique virage Rockford, ce demi-tour en marche arrière avec pneus crissants, qui faisait paraître James Garner plus cool qu'aucun détective n'avait le droit de l'être. Après la fin de la série en 1980, les véhicules survivants se sont dispersés sans presque aucun document. L'une des Firebird beige utilisées pour les gros plans a refait surface en 1998 lors d'une vente successorale en Californie, avec la peinture dorée ternie et le déflecteur avant manquant. L'authentification est arrivée en faisant correspondre le numéro d'identification avec les registres d'assurance du studio et en identifiant des renforts uniques dans le châssis, incluant un support soudé qui n'apparaissait sur aucune Firebird d'usine. Le collectionneur a dépensé 38 000 $ pour la restaurer à sa condition de 1977 et l'a amenée à une exposition à Pasadena, où un technicien retraité a reconnu une rayure spécifique sur la porte conducteur. James Garner a vu des photos du véhicule restauré et confirmé des détails de l'intérieur que seul quelqu'un qui l'avait réellement conduit pouvait connaître, confirmant l'identité du véhicule au-delà de tout doute. Monster Coach, George Barris, a construit le Monster Coach en assemblant 3 carrosseries de Ford Model T en une création qui n'avait aucun droit de paraître aussi incroyable. La chaîne l'a utilisé durant les 2 saisons comme transport de la famille. L'une des 2 versions utilisées à l'écran a disparu au début des années 70 et est restée perdue pendant plus de 2 décennies. Un vendeur de souvenirs a retracé le Monster Coach, disparu jusqu'à une installation de stockage à Venice en 1995, où il était resté sous une bâche depuis 1973, avec le moteur grippé et la tapisserie pourrie.
L'authentification a été plus simple qu'avec la plupart des véhicules télévisuels, car Barris documentait méticuleusement ses constructions, et les numéros du châssis ont immédiatement correspondu à ces registres. La restauration a coûté 175 000 $ et pris 5 ans, en partie parce que recréer l'intérieur en forme de cercueil a nécessité des artisans qui comprenaient encore les techniques des années 60. Quand le véhicule restauré est apparu lors d'une convention en 2001, des adultes qui avaient regardé la série enfant ont fait la queue pendant plus de 3 heures et plusieurs ont pleuré en le voyant. Car certaines automobiles ne sont pas juste des automobiles, elles sont le souvenir complet de ce que c'était d'être enfant. Monkey Mobile. Barris Customs a construit 2 Monkey Mobile en 1966, allongeant une Pontiac GTO en extravagant véhicule décapotable avec parachute arrière et une silhouette si exagérée qu'elle faisait paraître ennuyeuse toute autre automobile télévisuelle. Les 2 véhicules ont tourné dans des centres commerciaux et foires après la fin de la série en 1968, jusqu'à ce que le circuit promotionnel s'éteigne. La seconde Monkey Mobile a complètement disparu du territoire continental américain et pendant presque 30 ans, personne n'a pu la trouver, jusqu'à ce qu'un historien reçoive en 1999 l'information qu'un véhicule correspondant avait été gardé dans un garage à Porto Rico. L'authentification a nécessité d'amener des spécialistes à Porto Rico pour vérifier les numéros de châssis et les modifications spécifiques. Un collectionneur l'a acheté, expédié en Californie, et a dépensé 92 000 $ pour la ramener à son état original, incluant le système de parachute et les jantes Pontiac Rally correctes qui apparaissaient dans le générique. Un détail que peu de spectateurs remarquaient, mais que les puristes exigeaient. Ford Grand Torino de Starsky et Hutch. Ford a fourni 35 Grand Torino pour la production durant les 4 saisons, et l'équipe de cascadeurs les détruisait si rapidement que la production est devenue l'un des plus grands consommateurs de Grand Torino du pays. La peinture rouge brillant avec la bande blanche était l'idée d'Aaron Spelling et a transformé une Ford normale en l'une des automobiles les plus reconnaissables de l'histoire télévisuelle. La majorité des survivantes ont été vendues en 1979. 3 véhicules principaux ont disparu jusqu'à ce qu'un collectionneur californien commence à traquer systématiquement chaque Grand Torino au début des années 90. Une a été retrouvée dans un atelier de Sacramento, repeinte en marron et convertie en véhicule quotidien, et une autre dans une unité de stockage à Portland, où une veuve avait payé le loyer pendant 11 ans sans savoir ce que son défunt époux avait acheté. La restauration du véhicule de Sacramento a coûté 29 000 $ et nécessité de le repeindre avec l'exact rouge PPG utilisé dans la série, incluant la largeur spécifique de la bande blanche de la saison 2. Les 2 automobiles se présentent maintenant lors d'événements d'appréciation policière, où des policiers retraités peuvent enfin admettre qu'ils voulaient juste être Paul Michael Glaser glissant sur ce capot. Ferrari 308 de Magnum. Le constructeur italien a fourni à la production une série de 308 GTS durant les 8 saisons, négociant directement avec la chaîne pour utiliser des modèles originaux au lieu de répliques. Plusieurs véhicules d'action ont disparu après la fin de la série en 1988, vendus via le réseau de concessionnaires sans révéler leur histoire télévisuelle. Un fanatique en Floride a passé 8 ans à croiser les registres de châssis avec les journaux de production jusqu'à localiser 2 véhicules d'action en 2001, l'un dans un garage de Naples et l'autre chez un revendeur à Scottsdale qui n'avait aucune idée de ce qu'il vendait. L'authentification a été confirmée par des renforts dans les panneaux inférieurs et des supports de caméras soudés que le constructeur n'a certainement pas installés. L'un des véhicules récupérés conservait sa peinture rouge originale sous 2 repeints postérieurs et la teinte exacte de Rosso Corsa correspondait à la facture originale de livraison. Camionnette de l'agence Tous Risques. Le studio a construit 5 GMC Vendura identiques, toutes modifiées avec la même peinture noire et l'aileron rouge sur le toit pour les rendre interchangeables durant le tournage. Un cauchemar pour l'authentification 30 ans plus tard. Après la fin en 1987, 4 des 5 ont disparu dans des mains privées. La camionnette principale, celle du générique d'ouverture, a été retracée jusqu'à un entrepôt de San Fernando en 2006 par un admirateur ayant passé 4 ans à croiser des photos de production contre des registres d'identification.
Elle a été confirmée par une modification unique dans la suspension arrière, demandée pour supporter le poids de l'équipement de caméra, plus une configuration de cage interne correspondant à un dessin technique trouvé dans les archives d'un cascadeur retraité. Un collectionneur a payé 85 000 $, puis dépensé 78 000 autres pour la ramener à sa condition exacte de 1983. Kit DK2000. Le studio a construit 19 Pontiac Firebird Trans Am pour les 4 saisons, personnalisant chacune avec le scanner frontal, l'électronique du tableau de bord et le système de modulation vocale qui rendait Kit vivant pour tout enfant regardant la série. Après la fin en 1986, la majorité des véhicules ont été vendus aux enchères ou démantelés. La perte la mieux documentée était le véhicule principal de la saison 1, la Trans Am du fameux saut Turbo Boost, disparu après une vente d'équipement en 1987 et retrouvé par un historien dans une case d'Arizona en 2008, après que quelqu'un avait retiré les marques de production et la plaque d'identification. L'authentification est venue de renforts du cadre propre au véhicule de cascade du Turbo Boost, plus un système hydraulique monté sur le pare-feu correspondant aux dessins d'ingénierie originaux. Un collectionneur l'a sauvé et a dépensé 95 000 $ dans une restauration complète, incluant un scanner LED fonctionnel et un système vocal qui répond réellement aux commandes. General Lee. Le studio a détruit plus de 300 Dodge Charger 1969 durant les 7 saisons, ce qui fait du General Lee probablement l'automobile la plus détruite de l'histoire télévisuelle américaine. Une Charger propre vaut aujourd'hui 150 000 $ ou plus, mais la production les achetait à 3 500 $ chacune pour les lancer depuis des rampes de terre vers des fossés. Le studio avait des éclaireurs parcourant le sud-est des États-Unis, achetant chaque Charger survivante. Entre 17 et 25, Charger existait encore de la flotte originale à la fin de la série en 1985, et leur recherche est devenue l'une des chasses au trésor les plus longues de la culture automobile américaine. La découverte de grange la plus célèbre est arrivée en 2007, quand un admirateur en Géorgie a trouvé une Charger complète enterrée sous 22 ans de foin, toujours avec la peinture émi-orange originale, sous des couches de saleté, et le numéro 01 à peine visible. La restauration a coûté 145 000 $ et pris 4 ans. Et quand elle est apparue lors d'un festival à Nashville, la réaction du public tenait à la fois du concert de rock et du réveil religieux, toute une génération entière retrouvant l'émotion de son enfance.